Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part dans laquelle nous allons parler d'autrices, d'hôtesses de l'air et de dépenses aussi, de plein de choses très intéressantes. Mais avant cela, je vous rappelle de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rien manquer. Ne manquez aucune publication, aucun podcast, aucune chronique de livres et aucun entretien ou témoignage qui peuvent être publiés sur la chaîne. C'est aussi une façon de soutenir mon travail gratuitement, j'allais dire, ça ne vous coûte rien si ce n'est appuyer sur un petit bouton. Et vous pouvez également laisser un pouce bleu sous la vidéo si elle vous plaît. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les différents sujets que je vais aborder, les différentes actualités que je vais décrypter avec vous. Pour commencer, je viens de voir une petite vidéo sur Konbini, donc qui est un média que je ne saurais pas décrire. D'ailleurs, je sais qu'ils sont sur Instagram et qu'ils font plein de petites vidéos et d'entretiens sur beaucoup de sujets différents. Et ils en ont fait un, alors au moment où je vous parle, ça fait une semaine, donc bon, dans la deuxième quinzaine d'octobre, on va dire, sur le mot autrice. Donc c'est une femme qui parle, l'auteur d'un livre, moi je vais pas dire autrice, c'est l'auteur d'un livre qui parle et qui a publié un livre qui s'appelle Les Grandes Oubliées, oubliées au féminin bien sûr. Et donc elle parle du fait qu'une fois de plus, les femmes sont invisibilisées, que les femmes sont brimées, que les femmes sont victimes, etc., etc. Vous connaissez le discours habituel. Mais, et elle parle notamment du point de vue des manuels d'histoire. En disant, elle donne des chiffres, elle dit je crois qu'elle parle d'un livre de seconde générale dans lequel sur 270 pages, il n'y a que 6 pages consacrées aux femmes, quelque chose comme ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours, bon, à part les abus de langage habituels, j'allais dire, enfin les mauvaises interprétations, etc. Elle a le bon goût, enfin tout simplement l'honnêteté de dire la vérité sur la place des femmes dans le Moyen-Âge. Et je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc à la fois c'est une actualité positive de ce point de vue-là. Bon, et en même temps le reste de la vidéo n'est pas terrible, mais j'ai trouvé que c'était important à souligner. Donc elle rappelle bien que très souvent on a une vision négative du Moyen-Âge, que ce soit par rapport à la prétendue chasse aux sorcières, par rapport à la place des femmes, par rapport au pouvoir qu'elles avaient dans la société. Et elle dit qu'en fait, tout simplement, par exemple, la chasse aux sorcières, c'était plutôt à la Renaissance, qu'au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de femmes qui avaient énormément de pouvoir dans plein de domaines différents, et qu'en fait, c'est plutôt à partir du 19e siècle que les choses se sont gâtées pour les femmes. Donc voilà, je trouvais ça vraiment... Bon, c'est tout simplement honnête, hein. Voilà, si vous avez déjà lu Régine Pernoud, que je vous avais déjà recommandé sur cette chaîne, La femme au temps des cathédrales, voilà, vous savez très bien que, évidemment, c'est surtout avec Napoléon notamment, et oui, c'est ce qu'elle dit, c'est vraiment le 19e siècle qui a commencé à rabaisser la femme au rang des fous et des mineurs, et qui en fait a commencé à faire n'importe quoi par rapport aux femmes. Mais voilà, elle explique 2-3 choses intéressantes par rapport à cela. Après, bien sûr, elle parle du mot... Enfin, j'ai trouvé que son analyse était de mauvaise foi finalement, mais c'est intéressant de le savoir et d'en avoir conscience. Elle dit qu'autrefois, par exemple, le mot autrice, donc auteur au féminin, existait depuis très longtemps, mais que voilà, les règles de langue ont évolué, et que finalement, enfin jusqu'à aujourd'hui où maintenant les féministes le ressortent, mais aujourd'hui il n'existe plus. Et elle dit que ça a été le cas pour beaucoup de règles dans la langue française, l'Académie française, par exemple avant l'accord se faisait quand il y avait un sujet masculin et un sujet féminin, l'accord avec l'adjectif se faisait par rapport au mot le plus proche. Donc elle donne comme exemple les femmes et les hommes sont beaux, ou alors les hommes et les femmes sont belles. Alors qu'aujourd'hui, quel que soit l'ordre du mot masculin et du mot féminin, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Et donc elle dit qu'il y a eu pas mal d'évolutions comme ça, qui sont en fait des évolutions qui sont faites pour invisibiliser les femmes. Et là où évidemment je ne suis pas d'accord avec elle, c'est tout simplement que l'Académie française édicte, j'allais dire, ces lois, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, enfin les règles de grammaire, d'accord, etc. sont faites par rapport
aux usages en fait qui sont en cours. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux mots qui apparaissent dans les dictionnaires, qu'il y a parfois des règles qui évoluent. Ça dépend tout simplement de l'usage. Enfin, il me semble, corrigez-moi si vous connaissez mieux que moi, mais il me semble qu'on m'avait expliqué ça, que l'Académie, finalement, l'Académie française, oui, suivait certaines règles et était un peu garante de la langue par rapport à notre langue française, mais d'un certain côté, évidemment, s'adaptait en fonction des usages courants, tout simplement. Et donc voilà, une fois de plus, les femmes sont victimes et sont invisibilisées, et ce qu'elle dit, c'est qu'on a supprimé le mot autrice pour pouvoir supprimer les femmes, finalement, et les œuvres des femmes. Donc c'est là qu'évidemment son interprétation est complètement erronée. Et moi je ne trouve pas ça spécialement choquant que sur 270 pages d'un manuel, après je ne sais pas de quoi il est question exactement, mais qu'il n'y ait que 6 pages sur les femmes. Je veux dire, s'il y a eu que 6 femmes qui ont vraiment marqué leur époque, ou pour telle raison on a envie de les mettre en avant, alors que sur les autres, voilà, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont marqué l'histoire de France par exemple, je ne vois pas en quoi cela est choquant, et cela rejoint ma deuxième actualité, et je remercie la personne qui me l'a envoyé et qui se reconnaîtra, d'une librairie féministe qui a ouvert à Lyon, et j'ai trouvé le concept très intéressant, bien sûr. Et donc évidemment il n'y a que des livres, d'après ce que j'ai compris, il n'y a que des livres de femmes dedans, beaucoup de livres sur le thème du féminisme. Donc j'ai vu 2-3 captures d'écran, effectivement c'est vraiment des livres très le mot m'échappe, mais très vindicatifs, et vraiment des ouvrages politiques et engagés, quoi, vraiment sur cette cause-là spécialement. Et évidemment, voilà, beaucoup d'auteurs, et ils utilisent le mot autrice aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, si le mot autrice passait vraiment dans l'usage courant, et que l'Académie française finissait par ratifier ce mot, enfin le faire rentrer dans le dictionnaire, ce qui serait fort possible dans les prochaines années, et bien justement c'est intéressant de voir l'évolution de la société et l'influence du féminisme par rapport à cela. Je reviens à ma librairie féministe, donc parmi les stories que la dame faisait sur cette librairie, elle disait « qu'est-ce que ça fait du bien de voir tous ces ouvrages dont les auteurs ne sont que des femmes, et ça fait du bien parce que en gros dans les librairies standards, ces ouvrages sont noyés au milieu d'œuvres littéraires des hommes. » Et là pareil, ce qui me fait rire, c'est que, donc, pour faire le lien avec l'actualité précédente, c'est que si les ouvrages de femmes se lisent moins bien, ou si parmi toute la production littéraire de toute l'histoire de France, eh bien il y a eu plus d'auteurs masculins où leurs livres se sont mieux vendus, ou ont été plus connus, ou je ne sais quoi, bon bah voilà, c'est un fait, et c'est comme ça, et peut-être qu'il y a une explication derrière. C'est un peu comme par rapport aux femmes qui sont chefs cuisiniers. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il y a quand même beaucoup plus de grands chefs étoilés hommes que de grands chefs étoilés femmes, même s'il y en a quelques-unes. Mais voilà, je pense qu'il y a des explications concrètes derrière, et que ça n'est pas du tout qu'on discrimine les femmes, mais c'est peut-être qu'elles sont moins douées là-dedans, ou je sais pas, ou qu'elles s'impliquent moins, ou que ça les intéresse moins d'aller jusqu'à un tel niveau. Enfin, je ne sais pas, mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire, complétez vos analyses, m'intéressent, mais c'est toujours cette histoire de quotas complètement absurde, et cette histoire de librairie, je me dis, mais vraiment, il y a besoin de faire ça pour mettre en avant les femmes. Enfin, ouais, je trouve ça un peu grave, exagéré, et là, pour le coup, c'est du militantisme. Ah, c'est ça le mot que je cherchais, des livres militants. Je disais engagé, mais c'était militant que je cherchais. Donc ça, c'est du militantisme un peu poussé à l'extrême, et une fois de plus, selon moi, qui porte plus préjudice qu'autre chose aux femmes, parce qu'avec ces histoires de quotas, on en vient à se demander, mais bon, déjà, est-ce que les femmes est-ce que c'est dans leur intérêt d'être toujours réduites à l'état de victime, et deuxièmement, est-ce que c'est dans leur intérêt d'être embauchées seulement selon des quotas, ou qu'elles soient par exemple directrices de grandes industries seulement parce qu'il y a des quotas? Vous voyez, je pense pas que ce soit très, très intéressant. Rien à voir, l'actualité suivante, rien à voir avec les librairies, mais un peu à voir avec le féminisme, bien sûr. Un article de Version Femina, j'essaie de vous trouver la date, il n'y a pas de date, c'est bizarre, mais qui est sorti au mois d'octobre, à 14 octobre,
un article du 14 octobre qui s'intitule « Les femmes dépensent, dépensent beaucoup plus que les hommes lorsqu'elles sont en couple. Découvrez combien ». Sorti le 6 octobre dernier, l'ouvrage Le prix à payer de Lucille Quillet met en lumière les inégalités de dépenses dans un couple hétérosexuel. Alors ce qui est assez... je le note seulement maintenant au moment où je vous le dis. Donc Le prix à payer de Lucille Quillet. Et donc sur un sujet qui est donc passionnant, hein, qui est de compter exactement qui dépense quoi. Et vous voyez, le prix à payer, c'est aussi un titre, le titre d'un livre de Joseph Fadel, ça me fait penser à ça, un musulman qui s'est converti au catholicisme il y a quelques années, et qui est persécuté depuis, qui est menacé de mort, et d'ailleurs Joseph Fadel, c'est juste un nom d'emprunt, il me semble, pour se protéger, qui est vraiment réfugié en France et qui risque sa vie s'il est retrouvé par le reste de sa famille, donc tout ça à cause de sa conversion au catholicisme, et donc son livre s'appelle Le prix à payer, sous-entendu le prix à payer pour la vérité, pour sa conversion, pour avoir embrassé la foi catholique et avoir suivi le Christ. Et là, c'est un ouvrage, Le prix à payer, qui met en lumière les inégalités de dépenses dans un couple hétérosexuel. On est quand même dans une société qui là, c'est même pas que les femmes qui sont victimisées, c'est tout le monde qui se victimise en permanence. Il y a des priorités qui sont mises à des endroits, ou sur des sujets, on se demande vraiment qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Est-ce que c'est vraiment intéressant de pinailler sur des choses pareilles? Ceci dit, le sujet est intéressant quand même, mais voilà. En revoyant le titre, ça m'a fait penser à cet ouvrage de Joseph Fadel, que je vous recommande beaucoup par ailleurs. Et ça met encore une fois en perspective toutes ces petites histoires féministes. Mais qui nous font rire, c'est déjà ça. Enfin, rire jaune, mais... Alors, la différence, d'ailleurs, se compte en 5 chiffres, rien que ça. Alors, les principaux postes de dépenses qui sont mentionnés sont la contraception, puisque généralement, il n'y a que la femme qui paye pour ça et pas l'homme. Ceci dit, je connais énormément de femmes qui ne sont pas en couple et qui pourtant sont sous pilule en permanence. Donc je ne pense pas que... pour moi, la contraception, en tout cas la contraception chimique, la pilule, pour moi, c'est presque rentré dans les mœurs, même pour les personnes qui ne sont pas en couple, quoi. Donc je veux dire, je ne sais pas si on peut vraiment attribuer ça au fait d'être en couple. Comme je le disais, je connais énormément de filles qui, même en étant célibataires, se gavent de chimie toute la journée, une fois par jour. Donc, bon, voilà. Et puis elle parle rendez-vous chez le gynécologue, oui, alors... Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça sur le fait d'être je suis en couple, donc je dois aller chez le gynécologue, je n'irai pas si je n'étais pas en couple? Bon. À voir, mais je sais pas trop comment leurs calculs sont faits. La charge esthétique, ça c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans les articles, le fait que les femmes vont aller chez l'esthéticienne, vont dépenser plus pour se maquiller, pour prendre soin d'elles, pour s'épiler, etc. Si on essaie de trouver quelqu'un, ah oui, parce qu'il faut être mince, épilé, maquillé et apprêté si on sort. Si on essaie de trouver quelqu'un en n'étant pas maquillé, pas épilé et en ayant les cheveux gras, on va nous dire qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie d'être aimé. Mais c'est nous demander de détourner notre nature tous les jours. Ce sont des micro-actes de non-amour envers nous-mêmes pour récolter l'amour des autres. Bon, bref, c'est pathétique. J'ai déjà parlé de la beauté dans de nombreux podcasts et articles, donc n'hésitez pas à vous y référer. Je trouve ça assez hypocrite de dire que oui, bien sûr, c'est aussi pour les autres, mais c'est aussi pour soi, et puis c'est juste une question de respect de soi-même, de sortir en étant propre sur soi. On n'a pas besoin de mettre des tonnes de maquillage, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, on peut aussi se maquiller, mais je veux dire... Voilà, on n'est pas obligé de dépenser des milliers et des cents. Et justement, ça me paraît très hypocrite parce qu'il y a énormément de femmes qui dépensent, mais des centaines, j'allais dire milliers peut-être, mais on va pas exagérer, on va dire des centaines d'euros par mois, ou des milliers à l'année, centaines d'euros chaque mois pour plein de produits de beauté. Il suffit d'aller parfois vous vous retrouvez chez des amis ou chez des collègues, vous regardez ce qu'il y a dans la salle de bain, mais c'est impressionnant. Ou moi, mes collègues, souvent quand elles revenaient de la pause déjeuner ou qu'elles étaient allées faire des courses, mais tout le temps, ah j'ai acheté le dernier shampoing, le dernier après-shampoing, tel soin, tel truc, machin, et c'est des choses qui coûtent, mais je ne sais pas combien.
Et moi j'étais là, j'ai un savon d'Alep qui me sert pour le corps, pour les cheveux, pour le démaquillage quand je me maquille et pour tout. Et voilà, et c'est tout quoi. Et ça me sert pour tout. Et j'ai un savon d'Alep qui me coûte peut-être 3 euros même je crois, et qui me sert pendant 6 mois ou un an quoi. Donc oui, forcément c'est pas le même genre de dépense. Mais donc ce que je veux dire là, ça me paraît un petit peu hypocrite de le mettre sur le compte du couple. Pour moi, voilà, même en étant célibataire, on reste propre sur soi. On sort aussi, je veux dire, même si c'est pas dans la perspective de rencontrer quelqu'un, on se fait belle, on met des habits repassés, on sent bon, et puis voilà. Et je ne vois pas en quoi il faut mettre ça sur le dos de ces messieurs. Voilà. Et alors moi, c'est le dernier paragraphe qui m'a beaucoup intéressée. C'était, donc il s'intitule Madame PQ et Monsieur Voiture. En plus de dépenser beaucoup plus que leurs conjoints, selon l'autrice du livre, désolée d'écorcher vos oreilles, les femmes et les hommes n'investissent pas du tout de la même manière. Les hommes ont tendance à placer leur argent dans du matériel non périssable, d'ailleurs il y a une faute, qui peut même prendre de la valeur. Des choses qui leur reviendraient donc en cas de rupture, avec un point d'exclamation qui se veut totalement scotché par une telle chose. Et c'est là que je ris, parce que je me dis, mais je pense que déjà les hommes et les femmes n'ont peut-être pas le même rapport à l'argent, en tout cas ce genre de femmes apparemment. Et c'est quand même dingue de reprocher ça aux hommes, mais en gros, mais vraiment vous êtes des goujats, parce que vous osez investir dans des choses non périssables, c'est quand même dingue. Et puis en plus, si on se sépare, t'auras la moitié, j'aurai la moitié. Par exemple une voiture, une maison, je sais pas quoi, des choses peut-être plus... qui durent plus dans le temps, alors que les femmes visiblement investissent plutôt dans des choses tout à fait périssables, ou qui ne servent, enfin voilà, qui sont vite utilisées, qui ne durent pas dans le temps. Oui, ça, vous voyez, c'est la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Et c'est pour ça que, et ça c'est le prix à payer, vous voyez, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Non mais ça c'est dingue, il y a quand même tout un bouquin qui est écrit là-dessus, pour dénoncer des choses pareilles. Alors que justement, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts aussi, le fait que les femmes sont beaucoup plus... c'est pas spontané le mot que je recherche, volatile non plus, mais vous voyez, quand elles font des courses, etc., souvent on dit que c'est elles que l'on vit dans les publicités, parce qu'elles vont avoir tendance à beaucoup plus consommer que les hommes, à être tentées beaucoup plus vite, à céder aux sirènes de la publicité beaucoup plus facilement. Je ne dis pas tout, mais toutes les femmes, ce que je veux dire, c'est que c'est une tendance. Et voilà, c'est comme ça. Puis s'ils n'investissent pas leur argent de la même façon, mais c'est pas notre faute, hein. C'est aussi une mentalité à notre époque, la surconsommation de plein de choses. Le fait de se dire je vais faire des courses et acheter plein de choses, ça va me consoler, ou ça va m'aider à retrouver le moral. Bon voilà, c'est symptomatique de notre époque aussi. Et pour terminer cette nouvelle, là c'est par rapport aux vêtements plutôt, la compagnie aérienne ukrainienne SkyUp Airlines a troqué les jupes crayons et les hauts talons avec les pantalons et les baskets bien plus confortables et adaptés à leur activité professionnelle. Alors elles sont quand même très souriantes et très mignonnes, ces petites dames qui sont sur la photo que vous voyez, que je vais vous mettre en capture d'écran. Mais bon, après je ne vais rien dire sur les tenues habituelles des hôtesses de l'air, mais voilà, on avance sur la libération de la femme, c'est bien, comme si c'était un carcan, alors que pour moi en plus là il s'agit vraiment d'un uniforme. Et c'est un uniforme, c'est le prestige, c'est l'image de la compagnie aérienne, c'est beaucoup de choses. Et justement, je vous avais partagé une fois le clip de présentation des gestes de sécurité d'Air France. Alors du coup, c'est peut-être pas le dernier en vigueur, mais peut-être celui d'avant. Toutes les filles étaient en jupe midi ravissantes, aériennes, bon, c'est le cas de le dire, des jupes vraiment, mais enfin vraiment, elles étaient toutes super belles. Plutôt décente dans mon souvenir, très élégante, très vaporeux, c'est le mot que je cherchais. Vraiment le chic à la française, le petit foulard, les belles couleurs, le sourire, enfin vraiment c'était un super film entre guillemets, enfin film de sécurité.
Et là on les voit, et en fait moi ce qui m'a choquée en voyant cette image d'hôtesse de l'air, m'a après pensé les couleurs de la compagnie aérienne, mais moi quand j'ai vu ça de loin, sans avoir vu le titre, j'ai pensé que c'était des... Vous me direz si ça vous a fait ça aussi, que c'était des prisonnières. Aux États-Unis, en fait, souvent, on voit dans les films, dans les séries, les prisonnières, enfin oui, les prisonnières femmes, donc, et même hommes d'ailleurs, je crois, ont des espèces de combinaisons orange, vraiment de cette couleur. Et ça fait très bizarre de voir ça sur des hôtesses de l'air. Après, on voit ça, c'est vraiment la garde-robe masculine. Et avec ce blazer typiquement vraiment masculin, pantalon, bah forcément c'est masculin. Des baskets, je ne vois pas en quoi c'est élégant. Alors certes, c'est peut-être plus confortable. D'un autre côté, j'allais dire, bon, ça dépend un petit peu des activités et des métiers, mais il y a des métiers où on doit être en représentation. C'est comme certains hommes qui doivent porter veste, chemise, cravate, même en plein été parce qu'ils ont un travail ou voilà, c'est, je sais pas, banquier ou autre, où ils doivent vraiment rester comme ça et supporter la chaleur parce que c'est comme ça, ils sont en représentation, ils représentent leur entreprise et vu le niveau, eh bien, ils doivent rester habillés comme ça. Est-ce que pour autant, tout le monde doit dire, allez, on doit tous être confortable, ça suffit, les carcans, vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit de dire, on ne doit plus avoir aucune contrainte, jamais dans aucun contexte. Bon. Alors je ne dis pas spécialement que les hôtesses devraient toutes être avec des talons de 15 cm et des jupes crayon ultra moulantes, mais bon, il y a des uniformes de compagnie aérienne qui sont très beaux, très féminins, très saillants, avec des talons pas trop hauts, des robes ou des jupes tout à fait décentes, en tout cas il y en a. Il en reste encore et c'est très agréable justement d'être accueilli par une hôtesse de l'air qui est féminine, qui est élégante, qui prend soin d'elle. C'est aussi un soin de respect pour le client. C'est comme quand on va dans des restaurants, si tous les... Bon, après ça dépend du standing du restaurant. Enfin bon, si vous allez au Ritz et puis que le serveur vous reçoit en vieille basket et en espèce de tenue, ou que la serveuse vous reçoit avec une tenue pareille, masculine et puis un peu décontracte, ah bah oui, vous comprenez, je vais faire beaucoup d'allers-retours avec les cuisines, avec le bar, ceci, cela, je vais en parcourir des kilomètres, il faut que je sois à l'aise dans mes baskets, avec des baskets plutôt que des talons, bah oui, enfin bon, voilà, ça dépend du standing, du lieu, de plein de choses, donc bon, après c'est mon point de vue, n'hésitez pas à compléter avec le vôtre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être en talons hauts de 15 cm pour être chic, loin de là, mais on peut quand même avoir quelque chose d'un peu plus élégant que des baskets et qu'un blazer, alors là vraiment complètement masculin. Et puis bon, je pense que c'est plutôt fortuit au niveau de la couleur qui ressemble à des tenues de prisonnières, mais enfin bon, voilà, je tenais à le souligner parce que c'est vraiment l'effet que ça m'a fait quand j'avais vu cette image. Voilà, j'espère que cette chronique d'actualité vous a plu. Je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de chaque sujet, quelle est votre interprétation, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À très bientôt!